Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le routage dynamique. Donc après les vidéos sur l'introduction au routage dynamique et sur la table de routage, je fais cette vidéo pour aborder les différences qui existent entre un protocole à vecteur de distance et un protocole à état de lien. Donc il faut savoir que ces protocoles appartiennent à des catégories, donc à une certaine classification. Et c'est ce qu'on va aborder ici dans cette vidéo. C'est donc encore une fois une vidéo théorique, mais patience, la vidéo prochaine sera une vidéo sur la configuration d'un protocole de routage. Donc je vous conseille de prendre des notes. Donc ce serait peut-être plus facile, ou alors vous pouvez toujours revenir sur la vidéo si vous avez besoin d'informations. Donc on commence tout de suite. Donc pour rappel, nous avons vu lors de la dernière vidéo qu'il existait deux catégories de protocoles. Donc la catégorie IGP et la catégorie EGP. Nous, on va se concentrer uniquement sur les protocoles IGP. Donc ce sont les protocoles utilisés à l'intérieur d'un système autonome. Je le rappelle également, lorsque j'ai un ensemble de routeurs qui sont gérés par une seule et même administration. Donc lorsque j'ai un ensemble de routeurs gérés par une seule administration, par une seule entreprise, c'est ce qu'on appelle un système autonome. Donc un AS. Et ce système autonome, ces systèmes autonomes portent des numéros. Donc ce qu'on appelle des ASN. Donc des AS number. Lorsque je dis gérer, c'est-à-dire déployer les protocoles, toute la configuration nécessaire pour que la communication soit possible entre les différents routeurs. Donc bien évidemment, chaque routeur se trouve dans un site différent. Donc je vais utiliser des protocoles internes. Exemple ici, je vais avoir du RIP, je vais avoir EIGRP et de l'OSPF. Donc ce sont des protocoles utilisés à l'intérieur de mon AS, c'est-à-dire que l'administrateur qui appartient à cette entreprise qui gère ces différents routeurs, il va utiliser soit du RIP, soit de l'EIGRP, soit de l'OSPF pour établir la communication entre ces différents routeurs. J'ai un deuxième AS que vous voyez ici. Et pour établir la communication entre AS, là je vais utiliser un protocole utilisé dans la catégorie EGP, qui est le BGP. Donc BGP est le protocole utilisé pour faire communiquer des AS entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que au sein même des protocoles IGP, il existe une sous-catégorie. La catégorie ici, vecteur de distance, et la catégorie à état de lien. Donc les protocoles que l'on retrouve dans les vecteurs de distance, ce sont RIP et EIGRP. Donc RIP et EIGRP appartiennent à la catégorie vecteur de distance. OSPF et ISIS appartiennent à la catégorie état de lien. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence qui existe entre ces deux sous-catégories. Donc voici une petite topologie. Donc je vais utiliser cette topologie pour pouvoir vous expliquer la différence qui existe entre les deux sous-catégories. Donc prenons l'exemple ici. Donc j'ai mon laptop qui se trouve dans le réseau A, qui veut ouvrir une page web sur le serveur ici, qui se trouve dans le réseau G. Donc bien évidemment, mon laptop va envoyer l'information à mon routeur, donc il va envoyer le paquet à mon routeur, et c'est mon routeur R1 qui est chargé d'acheminer le paquet vers R5. Et comme on peut le constater ici, il existe deux chemins possibles pour que R1 envoie les informations vers le réseau de R5. Donc il peut passer soit via R2, soit via R3 pour acheminer le paquet. Comment va-t-il faire? Donc, dans l'exemple que je vais vous donner, je vais utiliser du RIP. Donc je vais utiliser le protocole RIP. Donc R1, lorsqu'il est mis sous tension, dans sa table de routage, il va rajouter les réseaux directement connectés. Ici, il va rajouter le réseau de B, il va rajouter le réseau C et il va également rajouter le réseau A. Donc dans sa table de routage, on retrouve le réseau A, B et C. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau pour vous. Et chaque routeur va faire de même. Donc R2 va rajouter B et D. R3 va rajouter C et E.
R4 pareil, F et E, et R5 également, il va rajouter D, F et G. Ok, donc chaque routeur va, bien évidemment, il faut que les liens, pardon, soient opérationnels. Ok, donc il faut que le lien soit up pour qu'il rajoute ce réseau dans la table de routage. Oui, donc petite parenthèse, donc ici je vais utiliser des lettres pour vous expliquer le principe. Ok, donc je ne vais pas utiliser des adresses réseau. Ok, donc je pense que c'est plus simple en utilisant des lettres. Donc oui, R1, donc comme je l'ai dit, donc chaque routeur va ajouter dans sa table de routage les réseaux directement connectés. Ensuite, donc oui, je l'ai dit, donc l'exemple que je donne, c'est à l'aide du protocole RIP. Pourquoi? Parce que si on utilise de l'UGRP, c'est différent. Okay, donc les explications en tout cas que je vais donner sont différentes. Moi, les explications que je donne ici, c'est avec le protocole RIP. Donc, lorsque je vais utiliser RIP, la deuxième chose qui va se produire, c'est que R1 va envoyer ses réseaux directement connectés à R2. Ok, donc en 1, il a appris ses réseaux directement connectés, et en 2, il va envoyer ses réseaux directement connectés à son voisin. Ok, donc R1 ici, il va envoyer à R2 et il va également envoyer à R3. Il va envoyer quoi? Il va envoyer ses réseaux directement connectés. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que R2 va prendre connaissance, donc dans sa table de routage, on va retrouver le réseau A. Ok, donc on voit bien que le réseau A n'est pas directement connecté, mais grâce à R1, dans sa table de routage, on va retrouver B, D, mais également le réseau A. Pourquoi? Parce que R1 a envoyé ses réseaux directement connectés. R2 va faire la même chose, donc il va envoyer ses réseaux directement connectés. Donc le routeur R1 connaît le A, B, C, mais également le réseau D, qui a été transmis par R2. Et chaque routeur va faire de même. Ok, donc chaque routeur va envoyer à ses voisins les réseaux directement connectés. Et la troisième étape, c'est quoi? Ben, c'est que chaque routeur va envoyer sa table de routage à son voisin. Ok, donc chaque routeur va envoyer sa table de routage. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsque R2 va apprendre également le réseau G, ok, donc lorsque R2 va apprendre également le réseau ici G, ben R2 va envoyer sa table de routage, c'est-à-dire il va envoyer B, D, A et G à ses voisins, ici, exemple à R1. Et R1 va prendre connaissance comme cela du réseau G. Ok? Et c'est pareil pour R1. R1 va également envoyer sa table de routage et ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est les explications, une légère explication sur le protocole RIP. Je ferai une vidéo sur le principe de fonctionnement détaillé et complet sur RIP. Donc maintenant, on va revenir sur les protocoles à vecteur de distance. Les protocoles à vecteur de distance, ils vont utiliser la distance, ok, donc ils vont utiliser la distance ainsi que la direction comme paramètre pour acheminer les paquets. Ok, donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les protocoles à vecteur de distance, ils vont utiliser la distance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la longueur, donc à combien de sauts va se trouver le réseau G. Ok, donc à quelle distance va se trouver G? Et la direction, c'est pour indiquer est-ce que c'est vers R2 que je peux trouver le réseau G ou alors vers R3 que je peux retrouver le réseau G. Bien évidemment, ici, il a deux choix possibles. Ok, donc il peut soit atteindre le réseau G via R2, soit via R3. Ben ici, avec le protocole RIP, on l'avait déjà vu ensemble, hein, donc ici, avec du RIP, sa métrique, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le nombre de sauts. Okay, donc ici, le nombre de, je vais faire ça comme ça, nombre de sauts. Okay, donc RIP va utiliser comme métrique le nombre de sauts. Okay, donc ici, je vais mettre M pour égal le nombre de sauts. Et vous l'avez compris, pour que R1 achemine les paquets vers G, le réseau ici, le serveur web, ben il va passer par R2. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de sauts. Donc un saut ici, c'est représenté par un routeur. Hein. Donc il y a moins de sauts pour arriver vers le réseau G. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les protocoles
à vecteur de distance vont utiliser, je vais juste gommer ceci, hop, les protocoles à vecteur de distance vont utiliser ce qu'on appelle la destination. Ok, donc ici la destination, la longueur, c'est-à-dire le nombre de sauts, ainsi que la direction. Ok, donc ils agissent en réalité, chaque routeur agit comme un panneau directionnel dans les protocoles de routage à vecteur de distance. Ça veut dire que si je veux atteindre le réseau G, ben, il se trouve à 2 sauts et je dois emprunter la direction de R2. Ok, donc ici, il va arriver vers R2 et ensuite, ben, R2 va faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on utilise du RIP. Et ici, c'est sur R2, ben, on va dire, ok, très bien, le réseau G, il est cette fois-ci non pas à 2, mais à un seul saut. Et je dois prendre la direction de R5. Ok, donc ici on avait 2, c'est normal. Pourquoi? Parce que R1, il doit traverser 2 routeurs pour arriver au réseau G. Par contre ici R2 doit faire un seul saut pour arriver au réseau G. Ok, donc ici, je répète, ceci c'est la destination. La valeur ici 2, ben, c'est la distance. Ok, donc c'est la distance. Et R2, c'est la direction. Mais il a également un deuxième chemin, mais on peut le constater ici, ce chemin-là est beaucoup plus grand. Ok, pourquoi? Parce que pour arriver à G, ben, je vais devoir faire 3 sauts et prendre la direction de R3 et non plus R2. Donc j'ai mon premier saut, mon deuxième saut et mon troisième saut. Ok, donc là le trajet il est plus long. Donc RIP, qui est un protocole de vecteur de distance, va utiliser le nombre de sauts le plus petit. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est que les protocoles à vecteur de distance sont identiques à des panneaux directionnels. Ok, donc c'est les mêmes panneaux comme ici exemple sur la route. Donc vous voyez, vous avez la destination, ici exemple Paris, et Paris se trouve à 300 km. Ok, donc destination, la distance et la direction. La direction, eh bien, c'est dans ce sens-là. Également ici un deuxième exemple, Liège, donc la destination, le nombre de kilomètres et la direction. Ok, donc c'est ce qu'il faut retenir pour les protocoles à vecteur de distance. Donc le vecteur c'est égal à la direction, le next hop, oui, donc le next hop ou l'interface de sortie, et la distance, donc la distance c'est la longueur, c'est-à-dire le nombre de sauts. Bien évidemment, je le répète, c'est pour RIP. Hein. Ok, donc ici, le next hop, lorsque je suis sur R1, le next hop, c'est l'interface qui se trouve ici. Ok, et l'interface de sortie, ben, c'est celle-ci. Hein. Ok, donc c'est comme cela qu'on représente la direction dans un protocole à vecteur de distance. Donc, information très importante, c'est que les routeurs utilisant les protocoles à vecteur de distance ne connaissent pas la topologie exacte du réseau. Ok, donc ici, les protocoles à vecteur de distance ne connaissent pas la topologie exacte. La seule chose qu'ils connaissent, c'est que si je veux arriver sur G, ben je sais qu'il se trouve à 2 bonds et que je dois emprunter R2. Si je dois emprunter R2, je prends l'exemple ici, c'est l'interface S, on va dire S1, ok, donc c'est l'interface S1, eh bien, il sait qu'il doit envoyer le paquet par l'interface S1 pour arriver à G. Mais il ne sait pas combien, pas combien de routeurs, s'il le sait parce qu'il a la métrique, mais il ne connaît pas le trajet exact pour arriver à la destination. Ok, donc ça c'est on va dire une des caractéristiques des protocoles à vecteur de distance. Donc ils ne connaissent pas la topologie exacte. Ok, donc ça il faut s'en rappeler. Ok, donc ils ne connaissent pas la topologie, ils n'ont pas une vue globale sur le chemin qui sera emprunté par le paquet. Ok, donc ça ils ne savent pas. Chaque routeur ne sait pas. La seule chose qu'il sait, c'est la distance, comme un panneau directionnel ici. Hein. Donc il connaît la destination, bien évidemment, pardon, la distance et la direction. Mais par contre, ils n'ont pas le chemin complet pour arriver à la destination. Passons maintenant au protocole à état de lien. Donc les protocoles à état de lien, eux, vont utiliser des informations sur l'état des liaisons.
Ok, donc qu'est-ce qu'on entend par liaison? Ben, c'est tout simplement la liaison entre R1 et R2, donc la liaison entre deux routeurs. Et les protocoles à état de lien vont aller obtenir des informations sur les interfaces. Ok, donc ici l'exemple, c'est sur des interfaces série S1 par exemple, et ici je prends la même chose, donc S1 sur R2. Donc la suite de mon explication va se baser sur le protocole OSPF. Ok, donc le protocole OSPF qui est un protocole à état de lien. Ok, donc je vais me baser là-dessus pour pouvoir donner une explication pour expliquer les protocoles à état de lien. Donc, imaginons que mes interfaces ici soient configurées à du 2 mégabits, ok, donc du 2 mégabits sur les interfaces S1 et S, donc sur mes interfaces S1 de part et d'autre. Ok, donc ici, ben, l'état de ma liaison c'est du 2 mégabits. Ok, donc l'état de ma liaison c'est du 2 mégabits. Pareil ici entre R2 et R5, donc l'état de ma liaison c'est du 2 mégabits. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'OSPF, lui, il va utiliser la bande passante pour pouvoir déterminer un chemin. Ok, donc il va utiliser la bande passante, le débit, pour pouvoir utiliser et pour pouvoir emprunter un chemin. Et ici, exemple, sur mon interface, on va dire que cette interface, c'est une interface Fast Ethernet, on le voit à sa valeur, donc ici c'est du 100 mégas. Donc juste petit rappel, hein, donc bien évidemment que dans un réseau local, la valeur est beaucoup plus élevée que dans un réseau étendu. Ok, donc ici j'utilise des interfaces série, donc c'est en principe un réseau étendu, donc c'est du 2 mégabits, la valeur est beaucoup plus petite que dans un réseau local. Je viens de dire que le protocole OSPF va utiliser la bande passante pour déterminer un chemin, mais en réalité c'est pas tout à fait vrai. Pour rappel, dans un protocole de routage, pour déterminer le meilleur chemin, il utilise ce qu'on appelle la métrique, une mesure. Le protocole RIP, il utilisait comme métrique le nombre de sauts. Ben, l'OSPF, lui, sa métrique, ce n'est pas la bande passante, mais c'est ce qu'on appelle le coût. Ok, donc c'est ce qu'on appelle le coût, ici le cost en anglais. Et sur une interface configurée à du 2 mégabits, le coût va valoir 48. Ok, donc avec l'OSPF, ici sur une interface configurée à du 2 mégabits, le coût vaut 48. Comment est-ce qu'on a obtenu cela? Tout simplement, l'OSPF utilise ce qu'on appelle une bande passante de référence, ok, donc il utilise une bande passante de référence qui vaut 100. Ok, donc qui vaut en réalité 100 mégas. Et il va diviser cela, donc 100 mégas, donc sa bande passante de référence, il va toujours utiliser 100 mégas, divisé par quoi? Divisé par le débit configuré sur les interfaces. Ok, donc on avait dit ici que sur mes interfaces, j'ai configuré du 2 mégabits, ben il va simplement diviser par 2. Et je vais obtenir ici 50. Ok, donc ici, c'est noté 48. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un multiple de 8. Ok, donc ça me fait ici normalement 100 millions 248 000. Ok, donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'OSPF, lui, il va se référer au coût pour pouvoir déterminer le meilleur chemin. Donc imaginons ici que entre R1 et R3, ben, je vais utiliser ici du 8 mégabits, entre R3 et R4 8 mégas, et entre R4 et R5 8 mégas, et de nouveau sur mon interface F00 c'est du 100 mégabits. Donc ici quel est le coût? Ben, le coût va valoir 12. Pourquoi? Parce que de nouveau, hein, donc si je fais 100 divisé par 8, ben, je vais obtenir quelque chose comme 12. Ok, donc ici le coût vaut 12. Ben, le protocole OSPF, lui, donc chaque routeur configuré avec le protocole OSPF va envoyer ce qu'on appelle des LSP, des paquets LSP, des Link State Packets, ok, donc dans lesquels on va obtenir, dans lesquels il y a des informations sur l'état des liaisons, donc quel est le type d'interface, est-ce que c'est une Ethernet, est-ce que c'est une Serial, est-ce que l'adresse IP, le débit et ainsi de suite. Ok, donc ils vont envoyer toutes ces informations, chaque routeur ici va envoyer ces paquets LSP jusqu'à ce que
tous les routeurs possèdent tous les paquets LSP de chaque routeur. Ok, donc ici c'est un peu plus technique parce que c'est concernant l'OSPF. Ok, mais c'est tout simplement ce qu'il faut retenir, c'est que chaque routeur va s'échanger ce qu'on appelle des paquets LSP. Et ces paquets LSP contiennent des informations sur l'état des liaisons. Ok, donc, et sur base de cela, sur le base de tous ces paquets LSP, le routeur va créer une carte topologique du réseau. Ok, donc il va créer une carte topologique du réseau, comme ceci. Ok, donc sur base de tous ces paquets LSP, il crée une base de données qu'on va appeler ici, on fait une analogie avec une carte topologique. Et on peut voir ici que, à l'aide de cette carte topologique, je peux retracer le chemin complet pour arriver vers la destination. Ok, donc ici, un protocole à état de lien, en l'occurrence ici l'OSPF, il a une vue globale pour atteindre sa destination. Et chaque routeur configuré avec l'OSPF va posséder sa propre carte. Ok, donc pour arriver vers la destination finale. Ok, donc ici R2. Ok, donc ici R2, je prends l'exemple. S'il veut arriver vers, je sais pas moi, vers le laptop, il sait quel est le chemin exact qu'il va emprunter pour arriver vers la destination, ici exemple le laptop. Ok, donc il sait par quel routeur, quelle est l'adresse IP de ce routeur, quel est le type d'interface et ainsi de suite. Ok, donc il a une vue globale pour atteindre la destination. Ensuite, le routeur, grâce à cette carte, il va utiliser donc cette carte pour déterminer le chemin le plus court vers chaque réseau de destination. Okay, donc grâce à cette carte, il va déterminer, une fois qu'il a une vue globale sur tous les réseaux, donc il sait comment atteindre tous les réseaux, par quel chemin emprunter vers tous les réseaux, il va décider de choisir le chemin le plus court. Ok, donc et ici, le chemin le plus court, je l'ai souligné, pour l'OSPF, c'est quoi? C'est le total des coûts. Ok, donc le chemin le plus court, c'est le total des coûts. Et le coût, bien évidemment, il doit être le plus faible. Je prends l'exemple ici. Donc si j'ai 48 plus 1, donc ça va me faire 96, si je ne dis pas de bêtises, oui, 96 plus 1, ça va me faire 97. Ok, donc ici, je vais obtenir un coût de 97, donc via 97 via R2. Ok, donc pour R1 via R2, le coût vaut 97. Par contre, via R3, donc ici via R3, le coût vaut donc 12 plus 12 plus 12, ça me fait 36, plus 1, ça va me faire 37. Ok, donc ici, vous voyez bien qu'il va emprunter 3 routeurs pour arriver à la destination. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui, l'OSPF, bien évidemment, se base sur la bande passante pour acheminer les paquets. Ok, donc ici, 37, c'est la valeur la plus petite, c'est le coût le plus petit. L'OSPF va utiliser le trajet via R3, R4 et R5 pour arriver vers le serveur web. Ok, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les routeurs utilisant des protocoles à état de lien, ok, donc connaissent la topologie complète, et exacte du réseau. Ok, donc ils savent par où ils savent par où les paquets vont passer jusqu'à arriver à la destination. Ok, donc ils ont une vue globale sur tout le réseau, sur toute la topologie, tout simplement. Ok, donc voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Et alors, je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur la configuration de protocole de routage. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.